Donc nous allons commencer cette journée en accueillant Constance Serrini, qui est enseignante-chercheuse à l'Université de Genève, qui enseigne l'histoire du Japon, qui est plus particulièrement spécialisée sur la Seconde Guerre mondiale et l'après-guerre, et notamment sur les questions de mémoire et de responsabilité. Donc voilà, je vais laisser la parole à Constance, qui est ici. Bonjour tout le monde. Donc je suis Constance Serrini, je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Genève, mais j'ai fait mes études à l'INALCO à Paris, où j'ai fait ma thèse en histoire du Japon. Et si aujourd'hui je suis là pour vous parler donc de l'histoire et des différents usages du kamishibai et de l'histoire des images racontées, des images narrées, c'est parce qu'en fait, je suis spécialiste de la guerre. Je ne vais pas vous parler que de ça, mais il faut savoir que donc le kamishibai au Japon a été utilisé abondamment par la propagande de guerre pour diffuser les idées nationalistes du gouvernement pendant les années 30 et pendant les années de guerre. Et donc c'est par cette porte d'entrée-là un peu particulière sur laquelle je ne vais pas, bien sûr, forcément m'attarder trop aujourd'hui, que j'en suis venue à connaître un petit peu les origines du kamishibai et donc que j'ai été sollicitée pour vous parler aujourd'hui. Donc tout à l'heure, monsieur le vice-président parlait de kamishibai. En réalité, c'est le format de base dans les années 20 et 30. On reviendra dessus. Le kamishibai de rue se fait sur des vélos et il est itinérant au départ. Donc en fait, c'est une espèce d'une redécouverte d'un procédé qui existait déjà. Mais avant d'arriver donc aux années 20, aux années 30 et spécifiquement au médium du kamishibai, c'est-à-dire de ces images que vous connaissez, que vous manipulez, que vous avez peut-être... vous avez tous déjà vu, je pense, si vous êtes ici aujourd'hui. Je vais remonter bien en avant dans le temps, de manière à ce qu'on voit d'une part ce que c'est que la pédagogie par l'image au Japon depuis des temps très anciens, et d'autre part le spectacle raconté. Là encore, à partir en particulier de la période d'Edo, donc à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, parce que le kamishibai, c'est quelque part la filiation de ces deux idées, c'est-à-dire la pédagogie par l'image, mais aussi le spectacle raconté par des personnes. Les premières traces qu'on a de ces principes d'image éducative, en fait, apparaissent avec les premières traces de l'écriture au Japon. C'est-à-dire que dès le départ, quand l'écriture est introduite au Japon, relativement tard, depuis la Chine, alors, selon les sources, 5e, peut-être 4e siècle, le but de l'écriture, c'est l'enseignement du bouddhisme. C'est de transmettre les textes bouddhistes, puisque le bouddhisme, bien entendu, est fondé sur un certain nombre de textes et de sutras qui sont indispensables, mais aussi de raconter des éléments absolument fondamentaux à connaître pour le bouddhisme, notamment la vie du Bouddha, la vie du Bouddha original, Shaka en japonais, Shakyamuni, vous avez peut-être entendu plutôt prononcer ça comme ça en sanskrit. Et donc on voit les premiers rouleaux apparaître, donc à peu près, ceux dont on a trace au 8e siècle. Évidemment, ce sont des rouleaux qui sont extrêmement précieux. Donc, ils ne sont pas du tout diffusés dans le peuple. C'est des choses qui sont pour la cour, dans un usage aristocratique. Mais pour expliquer, pour enseigner principalement des sutras bouddhiques ou des doctrines bouddhiques. Donc là, ça c'est un exemple dans ceux qui sont conservés, le plus ancien qu'on ait. C'est une copie parce que c'est des objets qui sont dans les temples et donc en fait qui sont sortis très très rarement, 1-2 fois par siècle. Donc ce qu'on a, ce qu'on peut voir en général, c'est des copies. Donc ces objets-là, au départ, sont identifiés culturellement au Japon comme chinois, puisqu'il s'agit d'objets qui viennent de Chine pour enseigner le bouddhisme, mais un style pictural
typiquement japonais va se développer à la période de Heian. Heian, c'est la ville que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Kyoto. On dit période de Heian parce que pendant un certain moment, la capitale japonaise va bouger entre Nara, Asuka, puis finalement Heian. Et la période de Heian, c'est l'âge d'or de la culture japonaise. C'est là où se développe un certain nombre de thèmes que vous connaissez certainement encore aujourd'hui, que ce soit des thèmes visuels ou narratifs. C'est là où est rédigé, par exemple, le Di du Genji, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors là encore, il s'agit d'une culture qui est essentiellement aristocratique, et on parle donc de quelques centaines de personnes au cœur de la ville. Mais parmi eux, donc, se développe un style pictural typiquement japonais, qu'on va appeler Yamato-e, par opposition à Kara-e, qui est le style chinois. Yamato, c'est le style japonais. Là, ici, vous avez une illustration d'un emaki. Donc, le mot maki, vous avez peut-être entendu ça dans les sushis. Il y en a qui aiment les sushis. Ça veut dire rouleau. C'est pour ça que c'est aussi le rouleau de sushi. Et c'est l'image, le rouleau illustré, parce que bien sûr, les livres à cette époque-là, ce sont des rouleaux dans la sinosphère en général. Ce ne sont pas des objets qu'on ouvre et qu'on ferme, mais des objets qu'on déroule sur 30-40 cm et qu'on enroule au fur et à mesure. Donc des objets dynamiques, ce qui va être intéressant un peu plus tard. Donc ici, vous avez un exemple donc, tiré du Di du Genji. Vous avez deux dames portant des kimonos typiques en train d'observer donc des arbres en fleurs dans un rouleau qui date du XIIe siècle, je crois. Donc jusqu'ici, ces objets donc, servaient à raconter des histoires, servaient de support. On avait le texte à côté, on avait les images, mais on regardait surtout les images et une personne racontait. Mais bien sûr, c'est en petits groupes, et puis c'est dans la cour, et c'est pour un public très restreint. Et en fait, ça va changer à partir de l'époque qu'on appelle l'époque Kamakura. Kamakura, encore une fois, c'est une question de déplacement du pouvoir. Alors, pas de la capitale. Techniquement, la capitale reste Heian, reste Kyoto. Mais Kamakura, ça va être le siège du gouvernement des guerriers, parce que c'est la période où les guerriers, ce que nous, on appelle samouraï, mais à cette époque-là, on ne dit pas samouraï au Japon, mais voilà. Les guerriers vont prendre le pouvoir par rapport à l'aristocratie de cour qui va rester en place, mais qui va n'avoir qu'un pouvoir symbolique. Et ces guerriers sont beaucoup plus nombreux, et ils sont éduqués, et ils ont, eux aussi, une production d'objets qu'ils reproduisent plus facilement, puisqu'en plus, ils sont, eux, disséminés dans plein d'endroits différents, contrairement à la cour de Kyoto, qui est finalement un certain nombre de bâtiments relativement restreints. Donc, c'est assez simple. Donc, on a des nouveaux objets qui sont créés à cette époque-là, une très grande richesse. Naturellement, la plus grande partie de la production, c'est autour des récits guerriers, parce que la première chose qu'on veut raconter quand on est un guerrier, bien entendu, c'est ses propres batailles, ses succès, et ainsi de suite, donc des grandes épopées guerrières illustrées, mais aussi, bien entendu, toujours des légendes de temples, des biographies de moines qui commencent à être, du coup, diffusées plus largement et qu'on peut commencer à voir dans les temples. Si vous rendez visite, si vous faites un pèlerinage dans un temple, l'une des activités que vous pouvez faire, c'est écouter les moines vous expliquer des choses sur la doctrine bouddhique ou sur l'histoire des grands moines. Certains sont très particuliers, celui-là c'est le plus particulier de tous. Il y en a peut-être qui ont déjà vu des images de ce rouleau qu'on appelle des fois l'ancêtre des mangas, parce qu'il a vraiment un côté extrêmement justement dynamique, mise en scène très amusante, qui est en fait un rouleau satirique qui représente donc les personnages importants de son époque sous forme de différents animaux. Les différentes classes sociales sont différents animaux. Il y a les lapins, il y a les renards, il y a les crapauds. Alors les renards, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de moines qui sont représentés comme des renards. Or, le renard, c'est trompeur. Renard, c'est
un peu méchant. Donc, c'est très amusant. Alors, ce rouleau, évidemment, c'est une pièce unique, mais là aussi, des copies en sont faites et les motifs des animaux connaissent une certaine popularité autour, encore une fois, là plutôt de la région de Kamakura. Le vrai moment de diffusion vers le peuple, l'utilisation de ces rouleaux et de l'image pour parler, ça va être à partir du moment où on a vraiment une éducation religieuse par l'image. Donc, dans les premières périodes, comme je l'ai expliqué, déjà, cette façon de raconter l'image pour expliquer des faits religieux se faisait surtout dans les temples. Mais à partir du XIIIe siècle, ça tend à se séculariser et on commence à avoir des moines itinérants. Et en fait, c'est un peu un spectacle. C'est-à-dire que vous êtes dans votre village, il ne se passe pas forcément grand-chose, arrive un moine avec donc... Alors ça, c'est un dessin plutôt de la période d'Edo, mais ça ressemblait à peu près à ça, avec des images en général à ce moment-là qui disposent plutôt verticalement, c'est plus facile à suspendre, donc plusieurs images différentes, et qui vont raconter différentes histoires, habituellement des histoires religieuses, pour ce qui est des etoki, et en échange, bien sûr, de riz, quelques piécettes, et ainsi de suite. Et graduellement, ça devient de plus en plus un spectacle, et de moins en moins du prosélytisme. Et on a donc des récits qui se complexifient, qui commencent à être des espèces de pièces de théâtre racontées par une personne en mettant le ton, en mettant l'émotion, des fois en étant accompagné par un instrument de musique. Et donc c'est vraiment une forme très vivante de spectacle urbain. Enfin, il n'y a pas encore de grands centres urbains, mais dans les villages, dans les petites villes à ce moment-là. C'est justement avec l'apparition des grands centres urbains. Alors au Japon, les grandes villes commencent à se développer en fait pendant la période dite Sengoku, c'est-à-dire la période de guerre civile au sein du Japon, qui est à partir du 15e, 16e siècle. Ça paraît très étrange de penser, quand on pense à une guerre civile, on ne pense pas nécessairement à une époque de prospérité ou de croissance des villes, mais en fait c'est une période qui culturellement et économiquement va être extrêmement riche. Les combats sont essentiellement entre armées de guerriers. Vous, en tant qu'habitant normal du Japon, vous n'êtes pas en ligne de mire. Votre pays n'a pas nécessairement des grands risques d'être dévasté. Et si ce risque existe, du coup, votre solution, ça va être de vous rapprocher des châteaux. Parce qu'à côté d'un château, on va être protégé. Du coup, se développe à ce moment-là ce qu'on appelle les jokamachi, les villes sous les châteaux, qui sont des proto-centres urbains qui vont rapidement s'organiser. Osaka, qui à l'époque ne s'appelle pas Osaka, mais par exemple, commence à cette période-là, mais aussi Nagoya, ce genre autour de châteaux, où donc on est protégé. Bien sûr, ces villes ne vont faire que croître jusqu'à l'arrivée d'énormes métropoles comme Edo, donc à partir du XVIIe siècle. Et donc, qui dit ville, dit culture urbaine, culture de masse, spectacle. Les habitants des villes ont le temps, l'envie d'avoir des loisirs et des choses à voir, et donc commence l'ère de ce qu'on appelle les misemono. Donc, vous voyez ici, dès le XIVe siècle, mais il faut qu'il y ait quand même des centres urbains pour qu'il puisse y avoir un misemono. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on va montrer toutes sortes de choses intéressantes. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être un jongleur intéressant, ça peut être une personne qui présente des particularités physiques étonnantes, ça peut être des animaux exotiques. Ici, vous avez, par exemple, ce sont des pans qui viennent d'Inde, qui sont montrés dans ce chose-là, mais surtout, vous avez des gens qui les racontent. Des catalia, parce que l'objet lui-même, c'est intéressant, bien sûr, vous venez voir, mais il y a une personne, en Europe, on dirait un bonimenteur, mais c'est vraiment quelqu'un qui est très important, qui vous donne à voir la chose,
qui vous l'explique, qui vous la présente, qui vous en montre les particularités. Sans ce raconteur, il ne se passe pas grand-chose. D'accord ? Donc on voit ce côté, le spectacle, mais spectacle raconté, spectacle commenté par une personne. Avec donc la croissance des centres urbains, avec la ville d'Edo. Edo, vous le savez, aujourd'hui, c'est Tokyo. Ça va être encore une fois, ça va être un centre de pouvoir guerrier avant de devenir au XIXe siècle la nouvelle capitale. Donc on appelle ça Tokyo. C'est une ville qui va être absolument énorme, avec plusieurs millions d'habitants dès le XVIIIe siècle. Et donc, on présente, il y a bien entendu des spectacles, et on présente des choses étonnantes. Alors, c'est décrit dans la littérature, on en a des traces dans la littérature, on en a aussi des traces dans les estampes. Ici, par exemple, cette estampe représente une baleine qui s'était échouée et qui a été donc exposée pendant plusieurs semaines en étant rafraîchie avec de la glace dans la ville d'Edo pour qu'on voit le sel et la glace dessus là, pour que tout le monde puisse la regarder. Et puis, on complexifie ce qu'on montre, c'est-à-dire que de plus en plus, on commence aussi à montrer des objets étonnants, des automates, des horloges. Certains viennent, sont des imitations de ce qu'on a pu voir chez les Européens qui sont arrivés, comme vous le savez certainement, au Japon à partir du XVIe siècle. Notamment je regardais la baleine. Notamment les Espagnols et les Portugais, mais à la période d'Edo, le Japon n'a plus de contact qu'avec les Hollandais. Et ils n'échangent que certaines choses en particulier, c'est-à-dire des choses filtrées, des choses intéressantes, des curiosités qui peuvent être exploitées. Alors, la longue vue, le globe terrestre, les horloges, les automates, ce genre de choses. Et on fabrique, bien sûr, on en fabrique au Japon et on les montre. Et c'est, bien sûr, intéressant. Et c'est là-dessus qu'une technologie en particulier va frapper les esprits, c'est la lanterne magique. On arrive progressivement donc à ce qui va nous intéresser. La lanterne magique qui va avoir un énorme succès au Japon, qui va porter deux noms qui sont intéressants. Un premier qui est descriptif, utsushie, c'est-à-dire une image reflétée. Donc c'est vraiment juste voilà, une image reflétée. Ça, c'est une image reflétée aussi. Voilà. Mais d'autres images, d'autres noms qui veulent dire lumière fantôme. Ça, c'est plutôt pour faire vendre, pour attirer le chaland. C'est plus intéressant, évidemment, si on vous dit que ça va être un peu magique, ce qu'on vous montre. Et donc, on apporte cette lanterne au Japon. Comme vous voyez ici, on l'appelle la lanterne hollandaise. Encore une fois, ce sont les Hollandais qui sont en contact avec les Japonais à cette période-là. Donc, tout ce qui est étranger, c'est hollandais de base. Et donc, les études hollandaises, c'est en fait les études des sciences hors Japon. Ça s'appelle études hollandaises en japonais Rangaku. Et c'est tout ce qui n'est pas autochtone, qui vient d'Europe, c'est les études hollandaises. Et donc, ils s'intéressent beaucoup, déjà scientifiquement, et ici, ça, en fait, c'est un dessin scientifique qui explique comment fonctionne la lanterne magique, et donc, par analogie, comment fonctionne l'œil. Mais ce qui nous intéresse plus, voilà, c'est l'utilisation comme spectacle. Donc, ça va. On a donc ici un appareil de projection. Là, vous avez donc les images et un texte. Et il faut bien entendu un compteur. Et en fait, ces images ça va être extrêmement raffiné, très très complexe, au point où en fait, quand le cinéma arrive au Japon relativement tôt, parce que c'est dans les années 1890 que les premiers films arrivent au Japon, les Japonais ne sont pas extrêmement impressionnés parce qu'en fait, ils ont déjà des images qui bougent. La lanterne magique, ça bouge. On peut animer des personnages en faisant glisser les images sur les projecteurs. Il y a plusieurs projecteurs, une qui fait le décor et différents personnages et ainsi de suite, ce qui fait que
le cinéma est pris comme quelque chose de tout à fait intéressant, mais un type de lanterne magique, en fait, pas comme quelque chose de totalement différent. Et ce qui est intéressant, c'est que donc c'était un spectacle, mais à partir donc de la fin du XIXe siècle, ça va commencer à être utilisé de manière éducative. On va voir la même évolution avec le kamishibai un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on commence par un côté spectacle populaire, grand public, amusant, distrayant, et après on se rend compte qu'en fait cette forme de communication est extrêmement efficace pour l'éducation. Et bien entendu, le Japon du XIXe siècle a un grand besoin d'éducation. Le Japon est en train de se former comme État-nation, l'éducation est en train de devenir obligatoire. Il s'est donné comme objectif de ne pas devenir une nation colonisée comme est en train de l'être le reste de l'Asie. Et donc pour cela, il faut acquérir le plus rapidement possible toutes les techniques nécessaires. Et il faut un peuple éduqué et capable. Et donc, tous les modes d'éducation sont utiles. Et la lanterne magique va être utilisée pour cela. On a donc une utilisation de la lanterne magique dans les écoles à partir des années 1880. Et puis, à partir de la guerre sino-japonaise, mais après, surtout là, je vous ai mis des images de la guerre russo-japonaise, donc 1904-1905, elle va également être utile pour donner les nouvelles. C'est-à-dire, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, alors certes, il y a des journaux, mais ce n'est pas très amusant, mais vous pouvez aller donc, dans la tente du conteur de lanterne magique. Il va vous raconter les dernières batailles japonaises. Et en groupe, tous ensemble. Et on va tous entendre les exploits de nos soldats. Et donc, on va tous ensemble pouvoir célébrer les victoires japonaises, bien sûr. Et donc, on a des histoires de gens qui commencent à chanter ou qui crient « Banzai » tous ensemble. C'est l'une des grosses différences avec ce mode de narration, donc avec un narrateur, des images et un public par rapport à lire tout seul ou même par rapport à regarder un film, c'est qu'il y a une interaction qui se crée. Et donc, le public fait partie du spectacle. Le public s'empare du spectacle et on le voit déjà donc dans ces projections de la guerre sino-japonaise puis russo-japonaise. Là, vous avez un exemple parlant. Donc là, ce n'est pas éducatif parce que, comme vous voyez, c'est une histoire de fantômes. Donc, on voit les projectionnistes derrière. Et donc, là, vous voyez, c'est un public d'enfants. Et ils participent activement à ce qui est en train de se passer, bien sûr. Ils réagissent, ils sont ravis de voir ça. C'est une gravure qui date des années 1890 à peu près. Là, vous avez un exemple plus éducatif. Et ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'on voit très bien donc, le raconteur ici, qui est en mode maître d'école, hein, avec le bâton et ainsi de suite, pour bien vous montrer toutes les histoires. Mais aussi à côté, vous avez une dame qui joue de la musique. Ici, c'est un piano, enfin un petit piano, hein, pour accompagner ces histoires-là. Et donc, avec encore une fois un public qui a l'air attentif, mais dissipé. Voilà, attentif, mais participant. Pas silencieux, pas passif, en tout cas. Et ces lanternes magiques vont un peu perdre en vogue avec l'arrivée du cinéma. Parce que, bien entendu, les lieux, les tentes, les petites maisonnettes dans lesquelles on faisait les lanternes magiques, ça va être les salles dans lesquelles on va projeter des films. Et le Japon va commencer à produire des films à très, très grande échelle dès le début des années 1900. Hein, principalement au départ des pièces de théâtre filmées, courtes, qui vont pas être diffusées selon un mode c'est-à-dire avec plein de bobines reproduites qui circulent dans le pays. C'est plutôt chaque établissement va faire une fois une scène, une pièce de théâtre, la filmer, puis la projeter chez eux. Et pas forcément faire des copies et les diffuser à différents endroits. Donc en fait, c'est un usage un peu différent du cinéma, dans lequel, par contre, la place du narrateur reste centrale. Le cinéma
au Japon n'a jamais été muet. Ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que les premiers films projetés au Japon sont racontés. Alors, il n'était pas silencieux non plus, le cinéma muet, comme vous le savez tous, en Europe ou aux États-Unis. Il était accompagné de musique qui était absolument capitale pour comprendre l'histoire et d'intertitres qui servaient à comprendre. Mais les intertitres, en fait, ne servent à rien au Japon. Ils vont d'ailleurs être enlevés parce que c'est facile à traduire en japonais, les intertitres, et les Japonais ont un très très fort taux de... C'est embêtant de dire alphabétisation, parce que ce n'est pas un alphabet, mais les Japonais savent beaucoup lire, donc il n'y aurait aucun problème à avoir des intertitres, simplement ça ne plaît pas. Ce qui plaît, c'est de raconter l'histoire. Parce qu'en racontant l'histoire, le conteur va vous donner en plus des détails, vous donner à voir différentes... Voilà, regardez, ça c'est la ville de New York, remarquez les bâtiments, et ainsi de suite. C'est pas juste une question de dire les dialogues, c'est d'expliquer toute l'histoire. Et bien entendu, il va aussi dire les dialogues en faisant différentes voix, et ainsi de suite. Il y a encore certaines personnes qui... Cet art est toujours transmis au Japon. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, on dit benshi, à l'époque katsudo benshi. Et c'était il y a encore quelques personnes qui savent le faire et qui transmettent cet art-là. Donc, du coup, la lanterne magique devient un peu itinérante. C'est-à-dire qu'à la place, on a une espèce de petite boîte noire, vous regardez dedans et vous voyez les images. D'accord ? Parce qu'elle devient en dessous. Et elle va être progressivement remplacée par une nouvelle forme, parce que ce n'est pas très pratique à transporter, il faut quand même le noir pour qu'on voit bien une lanterne magique, par une nouvelle forme qui, au départ, va être populaire parce que, là encore une fois, elle va permettre l'animation, parce que c'est un espèce de mélange de marionnettes et de kamishibai, c'est-à-dire qu'on va avoir des espèces de décors et des petits personnages, donc comme ceci, qui en plus vont avoir donc deux attitudes différentes de chaque côté du dessin, ce qui fait qu'en le tournant, on peut obtenir un effet d'animation. Et donc, ça fait un effet visuel très intéressant. Et on appelle donc ça, à ce moment-là, les images plates, par rapport aux images projetées, les images plates. Et c'est pour ces images plates qu'on commence à développer cet objet, c'est-à-dire ce que vous avez là, ce que vous avez tous déjà vu. Et ça demande beaucoup moins de matériel compliqué que, par exemple, que transporter une lanterne magique. Et puis, c'est pas fragile. Tandis que la lanterne magique, évidemment, si vous cassez vos lentilles, après, il y a un problème. Mais l'image plate est beaucoup plus facile. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la conjonction de deux choses. Premièrement, la Grande Dépression, à partir de 1929, alors elle touche le Japon surtout à partir de 1930, va faire que beaucoup de gens se retrouvent assez gênés financièrement, et notamment les enfants. Les enfants étaient très friands de cinéma, mais on n'a plus d'argent à leur donner pour qu'ils aillent dans les salles de cinéma. Et d'autre part, à partir de 1925, la loi de maintien et de préservation de la paix fait que pour avoir un cinéma, il faut maintenant être soumis à un contrôle national, et que les films soient visés pour vérifier qu'on n'est pas en train de nuire à la paix nationale au Japon. Et donc, le cinéma, qui était un peu quelque chose d'improvisé, que on pouvait organiser un cinéma dans n'importe quelle pièce un peu sombre, peu importe, maintenant, ça devient quelque chose de formalisé, c'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus difficile à faire. Donc, on a des narrateurs au chômage et des enfants qui s'ennuient. Et un procédé donc d'image. Et du coup, avec cela, se développe ce qu'on appelle donc le gaito kamishibai, c'est-à-dire le théâtre de papier de coin de rue, qui se fait typiquement donc à l'arrière d'un vélo, parce que le vélo, évidemment, permet facilement de transporter le matériel, mais surtout,
la marchandise, parce que le conteur ne peut pas faire payer les enfants. Les enfants arrivent en groupe autour, on ne va pas leur faire payer un ticket pour rentrer. Donc, comment on gagne sa vie en faisant ça? On vend des bonbons. En fait, les conteurs gagnent leur vie en vendant des bonbons. Donc, le vélo sert aussi à transporter les bonbons, qui vont être ce qui va leur permettre de survivre. Et ça a une popularité énorme. Donc, on compte environ, donc vous voyez, 2000 artistes itinérants seulement à Tokyo en 1933. Le nombre est sûrement sous-estimé. Et chaque artiste va faire plusieurs représentations par jour, ce qui fait que le nombre d'enfants touchés va être très grand. Parce que c'est nécessaire de faire plusieurs représentations, parce que tout le monde ne va pas acheter des bonbons non plus. Donc, il faut... Voilà, c'est important. Et du coup, on a besoin d'œuvres. Alors, certains fabriquent leurs propres histoires, mais surtout, on a déjà des illustrés pour enfants, et vous avez des héros pour enfants qui se développent, et donc vous pouvez... Alors, on peut... Ici, vous en avez un exemple. Donc, si vous étiez conteur itinérant, quand vous l'achetez, en général, parce que vous n'êtes pas très riche, vous l'achetez en noir et blanc. Et puis, c'est vous qui allez le colorier pour donner plus de vie. Vous pouvez aussi acheter des versions déjà colorées, mais c'est plus coûteux. Donc, habituellement, du coup, quand on a des images de cette époque-là, on a plein de variantes d'images, parce que c'est de couleur, c'est la personne qui a colorié à la main, donc qui a interprété. Donc ici, vous avez en fait le premier super-héros japonais, qui est la chauve-souris dorée. C'est un squelette. C'est un peu l'équivalent de Fantomas, c'est-à-dire c'est à la fois un personnage sombre, mystérieux, mais en même temps il aide surtout le pauvre, l'enfant, l'orphelin, ainsi de suite. Et donc il y a plein d'histoires. Et ce qui est très bien du coup, c'est qu'on peut faire des petits épisodes qu'on arrête au moment, bien sûr, plein de suspense, ce qui fait que les enfants vont revenir après, parce qu'ils veulent savoir la suite de l'histoire. Ça, encore une fois, c'est extrêmement pratique. Donc, ce mode donc, de communication, c'est vu comme populaire pour les enfants et uniquement un divertissement. Mais certaines personnes se rendent compte très tôt que, encore une fois, ce mode de communication est très utile pour la pédagogie. L'une des premières personnes à le faire, c'est Imai Yone, que vous voyez ici, qui est en fait une pédagogue chrétienne. Il y a très peu de chrétiens au Japon, donc qui lance une maison d'édition de kamishibai éducatif où il y a notamment beaucoup d'histoires tirées de la Bible pour expliquer aux enfants donc des histoires religieuses. Et ensuite, d'autres personnes à peu près à la même époque vont aussi faire des kamishibai à contenu pour adultes, à contenu éducatif. Le premier donc qui s'appelle Jinsei Annai. En fait, c'est sur les principes d'hygiène fondamentale. C'est un peu edutainment. Voilà, c'est pour vous apprendre. Mais au début, c'est relativement peu développé. C'est l'État et la nécessité donc d'opérer ce qu'au Japon on va appeler la mobilisation spirituelle des esprits pour la guerre. C'est l'État qui va vraiment transformer le kamishibai en objet éducatif et le standardiser. Parce que jusqu'ici aussi, le problème, bien entendu, c'était que... Enfin, le problème pour l'État, c'est que chaque personne raconte le kamishibai un peu à sa sauce. Alors, bien sûr, il y a des grandes lignes. Hein. Si vous suivez justement l'histoire de la chauve-souris dorée, vous n'allez pas inventer n'importe quoi. Mais là, c'est plus important que chacun suive exactement les bonnes lignes. Et donc, on invente une façon de faire qui est que le texte va être écrit au dos des images. Ce que vous connaissez tous, puisque aujourd'hui, c'est l'une des bases du kamishibai, c'est que le texte est au dos des images. Alors, on peut,
bien sûr broder sur le texte, on peut faire plus, mais c'est donc au départ pour standardiser ceci. C'est une demande des autorités pour être sûr que ça va être raconté correctement. Et ça va devenir l'un des outils les plus prévalents de la propagande militariste japonaise parce que c'est très peu cher, très facile à organiser. On peut le faire partout, on peut le faire au coin de rue, on peut le faire dans les écoles, on peut le faire partout où c'est nécessaire et on peut expliquer toutes sortes de choses, depuis des choses spirituelles. Ici, vous avez donc la couverture, ça s'appelle Gunshin no Haha, la mère du dieu de la guerre. En fait, un dieu de la guerre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est mort pour le Japon. C'est ce qu'on appellera les kamikazes dont vous avez entendu parler, qui en fait n'arrivent qu'à partir de 1944, s'appellent des dieux de la guerre, entre autres. Donc ça veut dire la mère du soldat sacrifié. Mais là aussi, ça, celui-là, il est pour les enfants. Est-ce que quelqu'un sait où ils sont? Quelqu'un peut deviner ce qu'ils font les... Ouais, un abri. C'est un abri anti-aérien. Ils sont donc... c'est pour expliquer les abris anti-aériens et comment on se place. Et ce qu'ils ont sur la tête, c'est pour protéger du feu. C'est un tissu molletonné mouillé qui protège donc des choses qui peuvent vous tomber, qui peuvent vous couper, par exemple des éclats de verre, mais aussi des risques de feu. Donc ici, cette petite famille de bestioles, je ne sais pas si c'est des souris. Tanuki, je ne sais pas ce que c'est. Des taupes. C'est des taupes. Elles sont sous terre. Ce sont des taupes. Elles sont en train de se protéger. Mais donc, les petites taupes dans l'abri anti-aérien, on comprend bien que c'est pour expliquer aux enfants ces principes qui vont être importants. Mais là, ici, vous avez des kamishibai qui sont en fait des histoires de guerre qui sont pour adultes. Avec ici donc le titre Ichioku Ishin, 100 millions de personnes, un seul cœur. 100 millions, c'était un peu plus que la population japonaise, mais c'était le terme qu'on utilisait à l'époque pour dire la population japonaise. Donc tous ensemble. Ici, vous avez deux différents exemples où ils disent justement notre défense antiaérienne. Et ça, par contre, ce ne sont pas des kamishibai qui sont destinés aux enfants, ce sont des kamishibai qui sont destinés à tout le monde. C'est pour vous expliquer comment vous devez construire votre abri antiaérien, la conduite à tenir en cas de bombardement, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas m'étendre trop sur la guerre, j'ai promis que je pourrais vous raconter plein de choses horribles, mais non. Et donc, on va arriver à partir de 1945, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 1G40, peu importe. Donc, spoiler, pour ceux qui ne savaient pas, le Japon perd la guerre. Oui. Et le Japon est occupé. Le Japon est aussi dévasté, c'est-à-dire que la plupart des villes ont subi des bombardements extrêmement violents à partir du début de l'année 1945. Les bombardements japonais, c'est uniquement sur à peu près 6 mois à la fin de la guerre, mais ça réussit à détruire à peu près 70% du tissu urbain. On connaît Hiroshima et Nagasaki, bien sûr, parce qu'il s'agit des bombes atomiques, mais il faut savoir que, par exemple, le bombardement de Tokyo, la nuit du 9 au 10 mars 1945, va faire 100 000 morts en une nuit. C'est un bombardement incendiaire. Et Kobe, Osaka, Nagoya, la plupart des grandes villes japonaises, en fait, vont être frappées par ce type de bombardement. Et il ne va donc rester que des cendres. Il ne reste plus rien. La construction de base au Japon se fait en bois, notamment à cause des tremblements de terre, parce que le bois est souple. Construire en briques ou en pierre au Japon, c'est une assez mauvaise idée, parce qu'évidemment, après un tremblement de terre, tout ça tombe. Donc les bâtiments, même au XXe siècle, sont souvent construits en bois et ont complètement disparu. Donc les gens vivent dans les cendres, dans des villes dévastées où il n'y a pratiquement rien. Il n'y a certainement pas de salle de cinéma. Elles vont réapparaître petit à petit. Mais le kamishibai, lui, peut toujours être fait. Puisque, après tout, il faut juste les images, il faut juste une petite boîte, c'est tout. Un vélo pour se déplacer de lieu en lieu.
et encore une fois, vendre des bonbons. Donc, c'est l'âge d'or du kamishibai. Donc, on estime au Japon qu'il y a à peu près 5 millions de personnes par jour dans les années après la défaite qui regardent des kamishibai, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, d'ailleurs. Il n'y a pas de divertissement accessible, mais les kamishibai, oui. Et donc, ça va être utilisé pour raconter toutes sortes d'histoires, mais là, encore une fois, l'occupant américain va se rendre compte de l'utilité du kamishibai pour la propagande et va notamment s'en servir pour populariser, par exemple, les nouvelles idées qui vont être appliquées dans la Constitution japonaise de 1946-47. Ça va être expliqué au peuple japonais au moyen d'images par kamishibai. Le problème, évidemment, du kamishibai comme forme d'art va être le grand rival de ce type d'art vivant qui va arriver dans les années 50, c'est la télévision. Notamment parce qu'au début, la télévision, justement, va être itinérante. Elle va fonctionner. Les gens qui faisaient des kamishibai, qui racontaient kamishibai, vont transporter des petites télévisions avec eux. Alors là, cette fois, évidemment, il faut idéalement avoir une petite table et puis il faut pouvoir brancher la télévision et montrer la télévision, donc, encore une fois, aux enfants, puisque au tout début, l'objet n'est pas, bien entendu, accessible dans tous les foyers. Donc, vous faites l'investissement d'acheter une télévision, puis vous allez de lieu en lieu pour la montrer, toujours en vendant les bonbons. Mais à partir du moment où vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez aussi financer vos kamishibai en vendant des bonbons. Le problème, c'est qu'évidemment, au bout d'un moment, le miracle économique japonais commence à permettre l'acquisition de la télévision par les foyers. Donc, quand vous l'avez à la maison, vous n'avez aucune raison de sortir, aller le regarder dans la rue. Et donc, le modèle économique s'effondre. On n'arrive plus à survivre en racontant donc des histoires ou en montrant la télévision. Les artistes de kamishibai étaient très nombreux et certains étaient connus, célèbres, et avaient justement développé une mode d'histoire par épisode qui fonctionnait très bien. Et l'une des conséquences de cet effondrement du marché du kamishibai, ça va être l'émergence des mangas. Parce que les mangaka, beaucoup d'entre eux, de cette époque, étaient des dessinateurs de kamishibai. Notamment Mizuki Shigeru, qui est donc l'auteur de Gegege no Kitaro, qui est l'un des mangas les plus connus de la période, qui a été traduit en français, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est au départ, cette histoire, qui est l'histoire d'un enfant monstre rigolo, c'est un kamishibai qui a même commencé avant la guerre sous le nom de Kitaro, qui vit dans le cimetière. C'est un autre... il vit avec les fantômes, en fait. Et c'est un autre auteur qui l'a dessiné. Puis après, donc, Mizuki Shigeru l'avait repris en kamishibai. Puis ensuite, ça va devenir l'un des plus grands succès du début des mangas. La montée des mangas dans les années 60-70, c'est dû à la reconversion d'une partie de ces artistes, entre autres dû à la reconversion d'une partie de ces artistes de kamishibai. Et certains effets très cinématographiques du kamishibai vont être transposés dans les mangas. Et du coup, les mangas vont être souvent plus proches du cinéma que, par exemple, des comics américains. Ils ne sont pas du tout inspirés des comics américains, c'est du kamishibai mis en page, d'où la possibilité, par exemple, de faire une double page unique ou ce genre de choses qui est très spécifique au manga. Et c'est quelque chose qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont assez... Il y a tout un mouvement de nostalgie du kamishibai des mangas. Il y a un manga et animé qui est connu au Japon qui s'appelle Yamishibai, le shibai de l'ombre, de l'obscurité, qui utilise le format kamishibai pour faire du manga et de l'animé d'horreur. Parce qu'en plus, du coup, c'est un côté ancien, fantôme et ainsi de suite. Donc, du coup, il y a un rappel
les mangaka d'aujourd'hui, évidemment, n'étant pas du tout de cette génération-là, pour eux, c'est un rappel historique des origines de ces formats. Le kamishibai, donc, en tant que forme économique et diffusée à grande échelle, va disparaître. Il va survivre parce que les gens vont en fabriquer. Ça continue à être quelque chose qu'on pratique, de faire des kamishibai à la main, mais ce n'est pas diffusé à grande échelle jusqu'au moment où, dans les années 70, les gens commencent à s'y intéresser spécifiquement. Et là, encore une fois, comme ici, ça va être en fait le réseau des bibliothèques de Tokyo qui vont fonder le premier organisme pour la création, la diffusion de kamishibai. Cette fois, on ne vend plus de bonbons. Cette fois, c'est un modèle éducatif. Et donc, on commence à considérer que c'est un objet culturel, en plus spécifique, japonais, et très intéressant comme outil pédagogique, au départ, surtout axé vers les enfants. On a donc en même temps cette pratique du kamishibai à la main, ça existe encore aujourd'hui. Ça, c'est une affiche, par exemple, que vous voyez ici, qui date de 2022, pour un concours de kamishibai à la main. C'est quelque chose qui se fait assez souvent. C'est assez dans les communautés, dans les quartiers. C'est pas rare, en fait, les concours de kamishibai. Des fois, c'est pour les enfants, mais des fois, les adultes eux aussi peuvent participer et proposer donc des kamishibai illustrés entièrement à la main. Dans les années 80-90, donc, on utilise le kamishibai de plus en plus à l'école. Et à peu près en 2000, le Japon se rend compte qu'il tient là un objet culturel spécifique qui est intéressant et qui mérite d'être diffusé internationalement. Et donc, le Conseil pour la promotion de la culture de kamishibai, qui est créé en 2000, qui va devenir plus tard donc l'International Kamishibai Association of Japan, va être fait spécifiquement pour promouvoir le média à l'étranger. Ici, donc, dans ce dessin qui est sur leur site web, donc, il y a les enfants qui disent, alors celui-là, il dit « Ah, j'ai envie d'en faire un moi-même ». Celui-là, elle dit « Mon cœur est tout chaud ». Voilà. Et cette personne-là, qui est une étrangère, vous remarquez qu'elle a les cheveux clairs, elle dit « La culture japonaise, c'est super ». Donc, on voit le... Alors, je vais terminer par donner, puisqu'aujourd'hui, on va quand même parler de public spécifique, donc il ne faut pas avoir beaucoup plus de noms, et sur l'utilisation du kamishibai au Japon pour les publics spécifiques. Il faut savoir que le Japon n'est pas un pays qui est extrêmement accueillant pour les personnes qui sont porteurs d'un handicap ou d'une différence cognitive ou comportementale. Et les personnes en question sont en général isolées, parfois cachées par leur famille, parfois dans des établissements spécialisés qui n'ont pas beaucoup de moyens. L'une des choses qui marchent et qui peuvent être utilisées, qui ne coûtent pas très cher et qui permet quand même donc de leur offrir des choses intéressantes, c'est le kamishibai. Et du coup, même si donc on a un système d'éducation spécialisée qui est mis en place, qui, par rapport au système qu'on a en Europe, où semble un peu fermé, un peu difficile d'accès, eh bien, là-dedans, le kamishibai est très important. Et même des grands artistes, voire des comiques de la télévision qui font aussi de temps en temps conteurs de kamishibai, vont aller dans des écoles spécialisées pour essayer justement de briser cette barrière et cette espèce de discrimination contre les handicaps pour aller vers ces publics spécifiques. Et comme chez nous, le kamishibai donc, est montré comme ayant une utilité profonde. Donc, ça a été théorisé par les chercheurs japonais. Et là, je pense qu'on va tomber sur des choses que vous avez ressenties vous-même en utilisant ces outils. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments
qui en font un médium vraiment parfait de communication. Déjà, le fait qu'on est forcé de faire face au public, ce qui permet de capter l'intention d'un public qui parfois peut être difficile. On a une performance qui est multimodale. Au Japon, on utilise beaucoup d'objets pour faire des effets sonores. En même temps qu'on fait le kamishibai celui qu'on fait le plus standard, c'est les kyoshigi, c'est des bâtons pour marquer le rythme, où on tape pour faire au moment important. Mais on peut aussi avoir d'autres objets qu'on utilise pour marquer le son, des espèces de cloches en bois sur lesquelles on tape, ce genre de choses, pour accentuer certains moments. Ensuite, l'accessibilité, parce que la même image peut en fait répondre à plusieurs besoins, elle peut avoir plusieurs niveaux de lecture, donc peut être compris par des personnes qui ont différents types de besoins. Ça, c'est très, très utile. Et ensuite, ce qui nomme l'émotion partagée. En japonais, kyokan, le premier caractère veut vraiment dire partager. C'est-à-dire que par rapport à un livre d'images, par exemple, le Japon est un très grand producteur de livres d'images de très très bonne qualité. Vous avez probablement tous déjà vu des très beaux livres d'images japonais. Mais le livre d'images, c'est soit soi-même, l'enfant et le livre, soit l'enfant, une personne et le livre. Mais là, le kamishibai, ça va être une émotion partagée par tout le groupe. Et cette capacité du kamishibai, donc de mobiliser l'émotion de toute la salle, c'est vraiment considéré comme l'un de ses atouts principaux par rapport à d'autres modes, par rapport à montrer un film, par montrer quelque chose qui est passif, qui est... Là, on partage et on joue avec la réaction de son public, et donc évidemment, il y a une profondeur particulière. Celui que je vous ai montré ici, donc, c'est un qui explique comment rentrer de l'école en sécurité, en toute sécurité, qui est assez récent. Et il y en a aussi qui sont faits pour les adultes. Je ne les ai pas reproduits parce qu'il y a des questions de droit, donc je n'ai pas voulu risquer que ce soit, comme c'est des choses qui sont sous copyright. Mais par exemple, vous avez des choses qui expliquent l'anatomie pour des personnes qui n'ont pas forcément la capacité de lire, par exemple, mais qui expliquent l'anatomie humaine, les organes sexuels, ce genre de choses, comment ça fonctionne, comment est fait un garçon, comment il fait une fille, la reproduction humaine, même ce genre de choses, à partir de kamishibai. Donc pour un public, on imagine, d'adolescents ou d'adultes qui n'auraient pas accès à la lecture, par exemple, ou qui ne pourraient pas suivre des cours ordinaires, ce serait un mode de communication très efficace. Voilà. Je vais donc m'arrêter là, et puis bien entendu, je suis disponible pour des questions si vous en avez. Merci beaucoup, Constance, pour la richesse de ces apports en début de matinée. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Merci beaucoup, c'était vraiment très très intéressant et vraiment merci beaucoup. J'ai une petite question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais qui me taraude depuis longtemps parce que on voit souvent dans les kamishibai et images plates des anciens du coup kamishibaya qui étaient dans la rue, ils n'ont pas forcément de porte, Oui. les butailles, et je me demandais à partir de quel moment réellement il y a eu des portes. Voilà, c'est tout. Alors en fait, je vais remettre là. Il y a des exemples avec porte qui datent du 19e siècle. Celui-là est avec porte, par exemple, et c'est fin 19e. Et ça, c'est pour les hirai, ça ne s'appelle pas tout à fait kamishibai. Mais vous avez ce type-là où il n'y a sûrement pas de porte, en fait. C'est où en fait, on doit les insérer par devant et on les retire sur le côté sûrement. Donc en fait, la réponse, c'est que ça dépend du niveau de sophistication de l'objet. De temps en temps, c'est très simple, c'est bricolé un peu. Encore une fois, ce qui vous a coûté le plus cher, c'était d'obtenir, surtout si vous obtenez une série ou quelque chose comme ça, les papiers imprimés, mais vous pouvez vous improviser
Kamishibai avec un vélo et une caisse. Donc effectivement, quand on voit ces gens au coin de rue avec les enfants autour, assez souvent, ils n'ont pas de porte. Les portes se cassent, les portes sont fragiles, les portes s'abîment quand ils sont sur votre vélo. Avec le vent, c'est une pièce qui bouge en plus. Donc effectivement, on a plein d'exemples où il n'y en a pas, alors que cet objet avec les portes existe très clairement jusqu'à très tôt. Mais il faut voir aussi que les portes sont faites pour aider à stabiliser l'objet quand il est posé. Et quand il est accroché sur un vélo, on a moins besoin de ce côté stabilisateur. Bonjour, moi c'est une question pour savoir comment les Kamishibai, ils faisaient leur pub, leur com. Est-ce qu'en fait c'était connu qu'ils étaient à tel angle de rue, à telle heure, et que c'était pour les enfants? Ou est-ce qu'ils avaient des affiches, des carillons, enfin que sais-je? Alors, tout à fait. Le carillon, c'était la clochette du vélo. Des fois, ils avaient des petits carillons aussi, mais sinon ça. Le mot gaito Kamishibai, le gaito, en fait, ça veut dire en tête de quartier. Donc, je dis coin de rue parce que c'est l'équivalent chez nous, mais en fait, c'est au point d'entrée d'un quartier. Donc, c'est des lieux qui sont connus. C'est comme des places, quelque chose comme ça. Donc, on sait que là, c'est là où il se passe des choses. Et les enfants se donnent le mot pour venir. Ensuite, dans les années 40-50, on a des dispositifs sonores. C'est-à-dire qu'on passe, on peut avoir un petit micro, et puis aussi, on crie, on annonce sa présence. Alors, je ne connais pas le cri du Kamishibai, mais il y a plusieurs cris de personnes qui vendent des choses dans les rues qui sont connus et qui sont même répertoriés. Il y avait aussi en France, il y avait les crieurs de Paris, ouais, les différents ramoneurs, ainsi de suite, pour dire chaudronnier, tout ça. Et vous avez aujourd'hui, quand passe par exemple la petite camionnette qui fait les patates douces chaudes, donc c'est patates douces rôties, il diffuse en fait l'ancien appel des rues. Ils disent Jaga, Imo, c'est le vieux. Et il y avait un cri comme ça pour les Kamishibai aussi. Donc vous les entendiez venir comme le petit camion des glaces aussi à l'époque. C'est ça. Mais cela dit, les enfants savaient qu'ils allaient venir là. C'est pas n'importe quel coin de rue, c'est l'entrée du quartier. Bonjour, merci pour cette richesse sur l'invention du Kamishibai. Je voulais juste revenir au moment où on passe des lentilles au support papier. Le papier au Japon, il est connu. Voilà. À quel moment est-ce qu'il est facile d'accès Parce que sans ce support papier, le Kamishibai resterait dans l'oralité et aux images projetées. C'est une excellente question. Et en fait, donc le papier japonais, qui peut être très beau, très, très, très complexe, en fait, est produit en masse à partir de la période d'Edo, à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, quand se développe une culture très, très riche de l'écrit et de l'image, notamment les estampes, dont vous avez probablement tous entendu parler. Nous, on connaît certains grands maîtres, on voit ça un peu comme des chefs-d'œuvre, des tableaux, mais en fait, les estampes à l'époque d'Edo, c'est des cartes Panini, c'est des choses qu'on achète comme ça, qu'on collectionne, qu'on colle sur les murs pour décorer. Il y a une énorme production de papier et d'images. Donc en fait, le papier n'est pas rare et difficile à obtenir à partir du moment où il arrive. C'est un support qui est au contraire peu cher. La lentille de la lanterne magique, ça c'est cher et c'est compliqué, c'est technique à faire. Mais donc le papier, ça permet de passer à un système beaucoup plus simple et moins cher. Et donc en plus, le papier japonais a cet avantage qu'il est facile à faire fin ou plus épais. La texture fait qu'on peut assez facilement le rendre plus épais.
Donc du coup, le support, en fait, existe et l'impression de masse existe, puisque les estampes, on les imprimait déjà à des milliers d'exemplaires. Donc du coup, c'est très facile ensuite d'avoir une transition vers la production de Kamishibai. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Constance. Ce que je vous propose, c'est peut-être de faire une très très courte pause, le temps que nos intervenantes suivantes s'installent sur la scène.